Le silence n'est pas vide, il est plein de réponses. Nouveau jour, nouveau mois, nouveau départ. Mesdames, Messieurs, à la une de l'actualité, les fidèles chrétiens catholiques de l'Église romaine du monde célèbrent ce jour, vendredi 1er novembre, la fête de tous les saints. Une date pour penser et prier aux défunts des familles. Quel est le vrai sens donc de la portée et la portée spirituelle de la fête de tous saints? Père Adam Nabiseko, curé de la paroisse Notre-Dame de Sacré-Cœur de Jésus de Malanville, sera dans ce journal pour nous apporter quelques éléments de réponse. Dans le même temps, il a été commémoré hier jeudi 31 octobre 2024 la journée mondiale de l'épargne. Une journée qui met en lumière l'importance d'épargner. Comment épargner et où épargner? Les réponses sont avec Apollinaire Monoté, il est chef bureau d'une structure de microfinance sur place rencontrée ici à Malanville. Vous l'entendrez. Pendant ce temps, depuis 2016 à ce jour, plusieurs actions et réformes ont été entreprises dans plusieurs secteurs, notamment dans le secteur de l'agriculture. Concrètement, que retenir en termes de bilan? Dans l'agriculture, l'élevage et de la pêche, le patron de ce ministère se prête à l'exercice. Gaston Kossi-Dousoui, c'est de lui qu'il s'agit, sera dans ce journal. D'autres nouvelles au plan local et national seront au menu. Mesdames, Messieurs, merci de vous installer confortablement. Sota Midi Magazine, le point de l'actualité de la journée sur ta radio. Sota FM, c'est maintenant et tout de suite. De nouveau, merci de nous préférer. Les fidèles chrétiens catholiques du monde entier commémorent ce vendredi 1er novembre 2024 la fête de tous les saints, une occasion pour eux de célébrer la vie de ceux qui ont été de vivants et lumière témoins du Christ. Père Adam Nabiseko, curé de la paroisse Notre-Dame du Sacré-Cœur de Jésus de Malanville, nous en dit un peu plus sur le sens et la portée spirituelle de la commémoration de tous saints. La fête de la Toussaint est une fête de la joie et l'Église rappelle aux hommes et aux femmes que nous sommes appelés à la sainteté. Et la sainteté, c'est l'autre nom de Dieu. Et donc nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. Donc les chrétiens sont invités à se mettre dans les pas du Christ, qui est lui-même le Saint de Dieu. Et la Toussaint est donc une fête joyeuse qui remémore aux chrétiens la vocation de l'humanité tout entière à trouver et à chanter le salut de Dieu. Et c'est pour ça que nous célébrons tous les saints. Il ne s'agit pas simplement des saints qui sont dans le calendrier, mais c'est surtout les saints justement qui n'en font pas partie. Ceux-là que l'Église n'a pas eu l'opportunité de les déclarer comme saints. L'Église nous permet, à travers la Toussaint, les revisiter leur mémoire et puis de prendre leur chemin parce qu'ils sont des témoins de la foi, des témoins de la vie, des témoins de l'amour. La célébration de la fête de Toussaint n'est pas seulement un moment de fête, mais aussi un moment de prière spirituelle, en particulier pour les défunts qui sont à l'honneur. Donc le lendemain, le 2 novembre, était donc donné cette journée. Le 2 novembre n'est que mémoire. Précision avec Père Adam Nabiseko. En l'honneur de nos saints, l'après-midi, une visite dans les cimetières où nous avons déjà nos frères et sœurs qui nous ont précédés et nous allons leur rendre hommage. Dans le cadre justement de la célébration des fidèles défunts, normalement le jour incident c'est le 2, l'Église nous permet de faire cette visite-là le soir du 1er. Surtout que le 2 n'est pas férié. Au niveau des cimetières, nous avons la célébration eucharistique pour les défunts et après nous avons la bénédiction des tombes parce que pour nous c'est un lieu sacré. Selon notre foi, les morts y restent dans l'attente de la résurrection. Nous prions pour nos morts et dans ce moment de prière, c'est aussi notre vie que nous revisitons, savoir que c'est notre lieu à tous et que finalement notre fin dernière n'appartient pas à la terre mais est appelée à ressusciter pour entrer dans la gloire de Dieu que nous célébrons déjà le 1er. Donc entre la Toussaint et la commémoration des fidèles défunts, il n'y a pas une limite.
Le leader religieux profite de cette occasion pour laisser un message aux fidèles catholiques du monde entier. Je vous invite à suivre un extrait des propos de Adam Nabisekou, curé de la paroisse Notre-Dame de Sacré-Cœur de Jésus de Malanville. Nous vivons en vue de la gloire de Dieu, de rentrer dans la gloire de Dieu, mais nous devons passer par le séjour des morts, qui est une porte vers la maison de Dieu. Le conseil que nous pouvons donner à nos fidèles catholiques, c'est de savoir que nous sommes faits pour Dieu. Et si nous sommes faits pour Dieu, ça veut dire que nous devons mener notre vie de manière à pouvoir retourner vers Dieu et travailler de sorte à devenir des modèles de vie dans nos milieux, pas simplement dans l'église, mais dans la société, à devenir des modèles de vie de sainteté. Parce que la sainteté, c'est pas après la mort. Ça se cultive ici-bas. Et cette sainteté-là, nous ne pouvons pas la réaliser toute seule parce que nous sommes limités et faibles. Et c'est pour ça que nous avons besoin de la grâce de Dieu pour nous accompagner, comme dirait Jésus, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est pour ça que, un peu plus haut, je disais que nous allons mettre nos pas dans les pas du Christ. Et c'est lui qui nous donne la force et la grâce de pouvoir marcher, même si nous sommes faibles, même si nous sommes limités, mais nous avons cette confiance-là que nous y arriverons. Mesdames, Messieurs, d'une journée à une autre, journée mondiale de l'épargne. L'événement est célébré hier jeudi dans tout le monde entier. Cette journée met en lumière, sinon avant, l'importance d'économiser de l'argent pour s'assurer un meilleur niveau de vie et surtout sécuriser son économie. Et selon Apollinaire Monoté, chef du bureau d'une structure de microfinance ici à Malanville, il est très crucial pour toute personne d'épargner histoire de répondre à un certain nombre de besoins de la vie quotidienne. On l'écoute. L'homme, dans l'exercice de ses activités, a besoin de réserver une partie de ses revenus à ne pas toucher pour la réalisation d'un projet. Donc c'est fort de cela que en fait l'idée d'épargne est venue. C'est la partie, en fait, c'est une réserve qu'on met à part pour pouvoir réaliser en un temps donné un certain nombre de projets. Vous savez, c'est pouvoir mettre en réserve une partie de son revenu pour pouvoir réaliser un projet. Alors, si par exemple vous n'épargnez pas, c'est comme si vous n'avez pas la possibilité de vous construire vous-même. Parce que quand on prend les besoins fondamentaux, il y a se nourrir, se loger, se vêtir, s'instruire et il y a un cinquième besoin. Alors là, vous voulez vous loger. Vous ne pouvez pas enlever de votre capital, de ce qui vous permet en fait de tourner votre activité. Vous ne pouvez pas du coup enlever un montant donné dedans pour dire je veux construire. Or, si vous avez l'habitude d'épargner, vous savez que cette réserve-là ne fait plus partie de votre capital. Vous prenez ça de vos bénéfices et là, ça vous permet quand même de limiter certaines charges qui viennent, par exemple, gonfler vos dépenses. Épargner, c'est bon, mais il est préférable de le faire auprès des structures reconnues par l'État afin d'éviter des désagréments très souvent constatés dans nos sociétés. Je vous invite à suivre une fois de plus Apollinaire Monoté. Le conseil que je peux leur donner, c'est de comprendre que lorsque vous avez l'habitude de réserver une partie de votre revenu auprès d'un individu, vous lui faites confiance au départ, mais à tout moment, l'immeuble peut s'effondrer. Parce que la personne même, ou s'il ne tourne pas l'argent, je ne sais à quoi ça va lui servir de garder l'argent d'autrui. Donc, il est obligé de tourner l'argent. C'est ça qui les amène justement à chuter. Ils tournent l'argent, ils mettent l'argent dans des activités peut-être peu rentables ou moins porteuses. Et finalement, ça ne marche pas. Et dès que ça ne marche pas, ils sont obligés de fuir. Donc, il vaut mieux aller vers des structures dignes du nom. Ça leur permet quand même d'être sûrs, d'être rassurés, tranquilles. C'est mieux même, il faut éviter même de garder l'argent à la maison. Parce que lorsque vous gardez l'argent à la maison et que quelqu'un vient vous voir pour dire j'ai besoin de sous, la religion nous apprend à aider les autres. Mais j'ai besoin de sous, vous en avez là, vous ne pouvez pas dire je n'en ai pas. Mais si l'argent n'est pas là et que l'argent est dans un compte épargne, même si vous avez la volonté de donner, vous ne pouvez pas donner. Et tout ça vous permet quand même d'éviter de faire face à des dépenses inouïes, des dépenses folles qui nous font chuter souvent. Message bien entendu à l'instant, Apollinaire Monoté, chef du bureau d'une structure de microfinance ici à Malanville. De cette actualité, on parle tout autre chose à présent, mais nous sommes toujours au plan local. Ça grogne dans le rang de certains habitants du quartier Tacité. À l'origine, le déversement des ordures au niveau sur la voie publique dans ce quartier de Malanville.
un auditeur en a fait cas justement de préoccupations sur la tranche de grogne matinale en milieu de semaine sur nos antennes. Sur cette grogne matinale, une équipe justement de la rédaction du SOTA FM s'est rendue sur les lieux pour le constat. Je vous invite à suivre ici les précisions ici données par quelques usagers de la route qui se sont prononcés au micro de nos reporters. À mon avis, je trouve ça sincèrement c'est pas bon. Là, c'est pas bon du tout. À leur vie, ça c'est pas une bonne chose quoi. Il faudra au moins pour que la mairie puisse trouver une solution à cela quoi. Si c'est nécessaire de trouver des poubelles ou bien des amendes, ça serait bon. Certes, des amendes peut arrêter cela. C'est ce que moi je trouve ça. Sinon, sincèrement, c'est pas bon. Au fait, des habitants qui vivent à côté, moi je vois que c'est pas de leur faute. Si sincèrement il y avait une sensibilisation du mairie à propos de cela pour que dans chaque maison il puisse avoir un agent qui va passer ramasser des tas d'ordures, ça serait bon. Par ailleurs, ces citoyens profitent de notre micro pour lancer un appel à l'endroit des autorités compétentes pour un suivi rigoureux et pour l'organisation dans les tout prochains jours des séances de sensibilisation à l'endroit de ces derniers. Extrait de leurs propos. Pour cela, je devais faire passer un mot pour dire à la mairie de faire sensibiliser chaque maison. C'est-à-dire, si ce n'est pas chaque maison, au moins faire un rassemblement pour sensibiliser le quartier, au fait, pour leur donner un avis de mandat sur ceux qui vont verser les ordures dans les quartiers. Et mis à part ça, trouver des poubelles par emplacement de quartier, c'est-à-dire par carrefour de quartier. Et après ça, demander à ceux qui ramassent les ordures par maison de faire bien leur travail. Parce que selon moi, la mairie doit faire une réunion et parler, ou bien envoyer les chefs du quartier venir parler aux gens. C'est ça le plus important que je trouve. Et quand les gens n'arrivent pas à comprendre aussi ça là, on doit mettre des sanctions sur ça. Selon moi, c'est ce que je pense. De Mananville, cette fois-ci, nous mettons le cap sur Cotonou. On en sait encore plus sur les grands axes de réalisation du gouvernement du président Patrice Talon, notamment dans le domaine de l'agriculture. Cette semaine, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'est prêté aux questions de nos confrères sur l'émission bilan du gouvernement, sinon du programme d'action du gouvernement. Gaston Kossi-Dossoui a passé en revue les grands axes de gouvernance des 8 années de gestion Talon. D'entrée, l'autorité ministérielle s'est prononcée sur la production animale avec en point de mire le projet de sédentarisation de l'élevage au Bénin. Suivez les explications du ministre à propos. Le projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. 2, pour réduire la question de sécurité en rendez-vous. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourrait juste, et c'est le département de l'Alibori seul, pourrait descendre un peu dans la région du Borgou, mais il ne dépasserait jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Depuis 2016 à ce jour, plusieurs actions et réformes ont été engagées dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Ces innovations contribuent à court terme justement à l'amélioration de la production animale et végétale. C'est le cas dans la production de l'anacade selon le ministre Gaston Kossi-Dossoui. Nous avons spécialisé les régions agricoles, dégagé les filières phares, créé des programmes nationaux de développement de ces filières aux côtés des investissements ou des financements, des partenaires techniques financiers qui nous accompagnent sur tel ou tel programme. Ce faisant, l'histoire est là, simple, qui se compte aisément. Je prends une filière à haute valeur ajoutée qu'est le cajou. Avant 2016, la production nationale était de 91 000 tonnes. Aujourd'hui, nous oscillons autour de 200 000 tonnes. Des années,
ça va à 212, 220, d'autres 190, 198. Nous sommes autour de 200 000 tonnes. Ça veut dire qu'on a plus que doublé. Mais il a fallu faire 3 actions fondamentales à ce niveau. La première, c'est que les vieilles plantations qui sont déjà touffues et qui ne fleurissent pas beaucoup, parce que pour que le plant d'anacardée fleurisse, il faut que le soleil enrobe complètement le feuillage. Nous avons procédé à des éclaircies, à de la réhabilitation. L'État a financé. Et chaque hectare réhabilité coûte 55 000 à l'État. Le propriétaire n'a rien à faire que d'accompagner les ouvriers qui viennent pour faire la réhabilitation et trier. La polémique liée au rappel de l'ananas béninois des rayons du marché européen il y a quelques mois n'a pas été occultée au cours de l'émission Bilan. Le ministre explique qu'il s'agit d'une faiblesse dans le contrôle, mais que les services compétents s'emploient justement à corriger le tir. Gaston Kossi-Dossou, qu'on écoute. Ça a créé quand même un choc important dans l'opinion publique parce que nous n'avons pas observé toute la réglementation. Et comme l'affaire pendante devant la justice, je me garde de faire trop de commentaires là-dessus. Mais aussitôt fait avec la pression même de l'autorité, je parle du chef de l'État qui n'a pas du tout accepté les faiblesses que nous avons eues tout au long de cette chaîne-là, de la production jusqu'à l'exportation. Nous avons pris le taureau par les cornes. Nous avons fait de nouvelles formations aux gens. Nous avons réédité les manuels par lesquels les gens devaient faire les suivis aux champs. Et l'équipement au laboratoire aussi a été remis rapidement à jour. Mais aujourd'hui, 2 jours après que les journaux commençaient pas à parler, l'ananas du Bénin est encore reparti sur le même âge. À l'instant, Gaston Kossi-Dossou, il est le ministre de l'élevage, de l'agriculture et de la pêche du Bénin. Mesdames et messieurs, nous marquons juste une courte pause. C'est la pause qui s'impose. Sota Info Midi, le point de l'actualité sur ta radio. Nous abordons ainsi la dernière ligne droite de cette session de l'information. Toujours nous restons cette fois-ci dans ce projet. Le projet BIT sur le travail domestique et l'économie des soins. Le projet Luxembourg dénommé soutien au gouvernement du président du Bénin, j'allais dire, pour la réalisation des droits des enfants à risque affecté par la traite, le travail des enfants et PIRFORM sont 2 projets qui se sont lancés au Bénin. L'annonce a été faite à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, tirant leçon des succès de la campagne Tolérance Zéro dans le secteur à forte prévalence menée en 2023. Les réflexions sont en cours dans le cadre des travaux de formulation du plan de travail annuel 2025 pour éditer l'expérience de cette campagne. La ministre du Travail et de la fonction publique invite les membres du comité directeur national de lutte contre le travail des enfants à explorer au cours de cette session ces expériences. Martis Adidjat, elle est la ministre du Travail et de la fonction publique. Elle se veut plus précise. On l'écoute. La lutte contre le travail des enfants est une priorité programmatique de l'UNICEF depuis plus d'une dizaine d'années. L'objectif recherché par notre organisation est l'atteinte des ODD 8.7, 16.2 et 16.3 qui visent la suppression et l'élimination du travail des enfants et ses pires formes, mais également l'élimination de toutes les formes de violence faites aux enfants. Cet objectif aussi est d'assurer la promotion des droits de l'enfant sous toutes ses formes. Ce choix stratégique de l'UNICEF d'appuyer le gouvernement dans la lutte contre le travail des enfants est en alignement avec le plan d'action du gouvernement béninois dont la vision ultime est de mettre fin au travail des enfants à l'horizon 2025. De mettre fin à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne d'ici 2030 pour l'accélération des progrès accomplis dans la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine. De nouvelles stratégies pour éradiquer le travail des enfants sur toutes ses formes au Bénin dans les 2 prochains jours. Précision avec notre personne ressource. En effet, le Bénin, depuis 2014, est passé d'une prévalence du travail de l'enfant de 52%
est aujourd'hui à 19,9%. L'UNICEF souhaite féliciter le gouvernement pour la réalisation fructueuse en 2023 de la campagne nationale Tolérance Zéro pour l'accélération de la lutte contre le travail des enfants. Depuis 2019, plus de 15 000 enfants en situation de travail ont aussi été accompagnés dans les 4 départements du Nord en situation particulièrement difficile et dans le Zou. Néanmoins, nous devons reconnaître que le travail des enfants reste élevé. Nous devons ensemble, dans ce cadre de ce comité directeur de lutte contre le travail des enfants, continuer inlassablement la lutte qui nous permettra de nous rapprocher de la cible 8.7 qui engage les États membres de l'OIT à mettre fin au travail des enfants dans toutes ses formes d'ici 2025, à la traite des êtres humains et à l'esclavage moderne à l'horizon 2030. Je vous exhorte, au nom du représentant de l'UNICEF au Bénin, à continuer vos efforts inlassablement et en particulier dans le cadre de cet atelier pour faire avancer la cause des enfants et le droit à la protection des enfants contre le travail. Dernier élément dans ce journal avant les nouvelles hors de nos frontières, les membres du bureau ADV-APDC de l'arrondissement de Tombouctou se sont réunis en milieu de cette semaine dans la salle de réunion du bureau de l'arrondissement de Tombouctou dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSO pour acquérir des nouvelles connaissances sur la procédure de décaissement des fonds de paiement des prestations. David Laboïte, voici son compte rendu. Vous savez, nous parlons du projet COSO. C'est un projet qui appelle à des milliards. Donc du coup, nous devons avertir. Séance de renforcement des capacités des membres des bureaux ADV-APDC de l'arrondissement de Tombouctou dans la commune de Malanville sur la procédure de paiement des prestataires et des dépenses liées aux frais de fonctionnement des bureaux. La séance a eu pour cadre la salle de réunion du bureau de l'arrondissement de Tombouctou ce mardi 29 octobre 2024. Président, secrétaire, trésorier de chaque village d'intervention ont répondu présents à cet appel. Ceci dans le cadre de la mise en œuvre du projet COSO à travers son approche conduite par la communauté DCC qui responsabilise les communautés de leur développement. Wessou Honoré Romain situe le contexte et les objectifs d'une telle initiative. Il est le chargé de formation des communautés du projet COSO dans le département du Borgou et de l'Alibori. Cette rencontre est initiée pour leur expliquer les procédures par lesquelles ils doivent payer les prestataires qu'ils vont recruter lors des passations des marchés. La procédure à suivre aussi pour gérer les frais de fonctionnement dédiés à l'ADV au cours de la mise en œuvre de leur activité. Les objectifs, c'est s'assurer que les membres des organes de gestion, en particulier le président, secrétaire, la trésorière du bureau, ont compris et ont maîtrisé les procédures de paiement des prestataires, les dépenses des frais de fonctionnement. Nous attendons d'eux qu'ils prennent vraiment conscience de leurs responsabilités et qu'ils ont maîtrisé les procédures de paiement de prestataires, ils ont maîtrisé les procédures de remboursement des frais de fonctionnement et qu'ils les respectent dans l'intégralité au cours de la mise en œuvre de leurs activités. Dans l'exécution de ces sous-projets communautaires, les fonds seront mis à la disposition des communautés. C'est pourquoi Jean-Baptiste Senakou, le directeur des affaires administratives et financières de la mairie de Malanville, parle de la procédure de décaissement des fonds. Vous savez, nous parlons du projet COSO. C'est un projet qui appelle à des milliards. Donc du coup, nous devons avertir la communauté sur l'utilisation de ces fonds. Pour ce qui concerne la mise à la disposition des fonds, c'est la communauté même qui fait l'appel de fonds sur la base des dépenses qui les attendent. Et là, nous faisons le mandat et le contrôleur financier vérifie l'opportunité de la dépense avant que les mandats ne soient transmis au trésorier communal pour être mis à la disposition de la communauté. Alors, le grand rôle de la mairie s'arrête là. Alors, la communauté a un compte dans lequel ils versent les fonds. Et là, c'est à partir de ces comptes que eux autres effectuent leurs opérations. Mais là aussi, nous n'allons pas
croiser les bras. Il faut leur dire comment ils vont utiliser ces fonds-là. Donc, à leur niveau, il y a 2 volets. Le premier volet des dépenses est lié aux réalisations, c'est-à-dire les fournisseurs, le paiement des prestataires. Il y a le second volet qui est très important, c'est le volet du fonctionnement, ce qu'on appelle généralement la caisse de menu de dépenses, qui a trait à leur déplacement et quoi. Donc tout ça là, ils doivent respecter la procédure de décaissement de fonds. Le président du bureau ADV de Tombouctou, à son tour, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude à l'endroit des initiateurs de ce projet et donner ses impressions par rapport à l'organisation de la séance. Sabitou Idi Moussa. C'est une bonne chose parce que le projet COSO, il a beaucoup de sous-projets qu'il a envisagé qui va faire dans l'arrondissement de Tombouctou. C'est un avantage pour la population. Ça nous a fait comprendre comment nous allons gérer les sous du projet COSO. Au niveau du trésorier communal, pouvoir retirer un sou, il devait avoir des papiers qu'on doit signer et envoyer auprès de notre secrétaire exécutif. Lui aussi va envoyer ça au secrétariat administratif. De là, ils vont envoyer ça au trésorier communal. Donc de là, ils vont nous appeler de venir signer et prendre le sou et amener ça au niveau du secrétariat du membre ADV. Je remercie infiniment le président Patrice Talon pour dans son action qu'il est en train de mener. À la fin de la séance, les participants ont exprimé leurs préoccupations, puis sont rentrés chez eux pleinement satisfaits. Eh bien voilà, merci à vous David Labo pour ce compte rendu qui nous renseigne davantage sur le COSO. De cette actualité, nous allons hors de nos frontières et c'est avec vous Souleymane Amadou. Bonjour. Bonjour Bruno. Avec vous, très rapidement, nous parlons politique et notamment au Gabon. Nouvelle constitution, le référendum fixé au 16 novembre, vous nous dites que comprendre. Bonjour à toutes et à tous. Les Gabonais sont attendus aux urnes le 16 novembre pour se prononcer sur un projet de nouvelle constitution. Réexaminé par le comité pour la transition et la restauration des institutions, le texte passé au tamis du Parlement mi-septembre a été adopté en Conseil des ministres. Seulement, le contenu de la mouture finale du projet n'a pas encore été diffusé. Ah oui, le rédacteur en chef de Tchad Info a finalement relâché 24 heures après son arrestation. Que comprendre? Oui, au Tchad, le journaliste Oumar Ali Badou a été libéré jeudi 8 août. C'est le média Tchad Info dont il est rédacteur en chef qui l'a annoncé et il avait été emmené mercredi 7 août à l'Agence nationale de la sécurité d'État par les hommes encagoulés alors qu'il se rendait au commissariat du 8e arrondissement de N'Djamena pour une convocation judiciaire. Merci à vous Souleymane Amadou. 28 minutes pour faire le tour d'horizon de l'actualité, mesdames, messieurs, dans le cadre à remonter le temps. Merci de l'avoir suivi. C'était donc une section d'information de la radio Sota FM. Collaboration technique, on retrouve Aboubakar Doko à l'édition. Il a pour nous Karim Innocent en direct pour la présentation. Bruno Gaki, c'est mon nom. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. C'était Sota Midi Magazine, le rendez-vous informatif de la mi-journée sur